Au vu de la situation écologique actuelle, il est normal de se demander quand l'Amazonie brûle, que puis-je faire? Quand 8 millions de tonnes de plastique affluent chaque année dans les océans, que puis-je faire? Et une des premières solutions à laquelle on peut penser, ce sont les petits gestes. Ces petites actions du quotidien, pas forcément très compliquées. Cette injonction à l'éco-citoyenneté, elle se retrouve partout, que ce soit dans le discours médiatique, mais aussi dans le discours politique. Et on peut notamment penser à Emmanuel Macron, qui déclare que la solution au changement climatique, c'est d'abord chacun et chacune d'entre nous. Mais est-ce que quelque chose d'aussi petit qu'utiliser une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique à l'échelle d'une seule personne peut vraiment changer la donne? Aujourd'hui, on va se poser la question. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, les petits gestes? Et pour répondre, on va d'abord éclaircir un point. C'est quoi les petites actions? On parle de tout et de rien. Les actions qu'on peut faire sans effort collectif et qui viennent d'une initiative personnelle. Ça peut être acheter en vrac, cuisiner frais et local, coller un stop pub sur sa boîte aux lettres, acheter moins, acheter mieux, boycotter Amazon, arrêter la fast fashion, limiter les trajets en avion quand on le prend, soutenir des associations, bref, je pense que vous avez compris l'idée. Mais c'est quoi le problème avec ces petites actions? Est-ce que vous connaissez la légende du colibri? Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette hésitation dérisoire, lui dit « Mais colibri, t'es pas fou, c'est pas avec tes quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » C'est un peu la version légende de la citation qu'on attribue à Gandhi, il me semble « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Bah c'est ça en fait, le colibri c'est le changement. Ce qui est souvent reproché à cette histoire de colibri, c'est que ça donne l'impression que ce sont les consommateurs qui détiennent la clé de la transition écologique, ce qui arrange bien les acteurs économiques et politiques, qui peuvent s'en tenir à une écologie de façade qui ne remet rien en cause et dont la responsabilité repose sur les épaules des citoyens. Mais faire croire que l'écologie c'est simplement une affaire de responsabilité individuelle et qu'elle a rien de politique, c'est un mensonge. Nous sommes habitants de la même planète, imbriqués dans une société mondialisée et donc dépendants les uns des autres. Cette société, elle repose sur une politique multi-échelle, donc l'écologie est politique. Et la culpabilisation de l'individu, c'est une technique qui est utilisée vraiment dans de nombreux domaines, comme l'atteste le tweet que je vous affiche à l'écran par exemple. Mais quel que soit le secteur, la finalité, c'est la même. Faire reposer le poids de décisions politiques, collectives, économiques, sociales sur les épaules d'individus qui, en général, la plupart du temps, peuvent pas vraiment peser sur ces décisions. Oui, c'est clair, on a tous un certain pouvoir et une certaine responsabilité, mais certains en ont bien plus que d'autres. Et la stratégie qui consiste un petit peu à ériger les petites actions comme seul horizon d'action en ce qui concerne la crise écologique, elle est diaboliquement efficace dans le sens où elle stérilise toute autre action. Déjà parce qu'elle apporte son lot de bonne conscience écologique qui peuvent calmer nos angoisses et nos sentiments de culpabilité écologique, mais aussi parce qu'elle nous enferme en fait dans une sorte d'illusion où puisqu'on est affairé, puisqu'on est occupé avec ces petites actions, on a le sentiment d'agir. Mais non seulement ces actions ne sont pas toutes efficaces d'un point de vue climatique, mais surtout elles sont foncièrement apolitiques. À partir du moment où nos propres besoins d'engagement sont satisfaits, pourquoi on irait demander un changement à l'échelle plus large? Est-ce que la bonne manière de savoir si ces actions sont vraiment utiles, ce serait pas d'abord de s'interroger sur les ordres de grandeur? Il faut pas croire que l'individu, il est tout puissant. Mais attention, il faut pas non plus croire que tout repose sur un système lointain qui ne peut pas évoluer, etc. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de savoir des ordres de grandeur sur les actions qu'on fait pour fixer des priorités et se poser les bonnes questions. Il faut savoir que certains gestes du quotidien ont réellement un impact très important sur notre empreinte carbone. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, je vais définir rapidement ce que c'est l'empreinte carbone parce que c'est un petit peu la base de tout en écologie. L'empreinte carbone, ça représente la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure d'un pays. Pour que ce soit plus clair, en France, elle est composée de 3 choses. Les émissions de gaz à effet de serre induites directement par les ménages, les émissions de gaz à effet de serre issues de biens et services consommés et produits à l'intérieur du pays, et enfin des émissions de gaz à effet de serre des biens et des services importés pour les consommations intermédiaires des entreprises ou des ménages. Donc pour parvenir au niveau requis des accords de Paris et se limiter aux 2 degrés, il faudrait baisser de 80% environ l'empreinte carbone d'un Français moyen, puisque actuellement on est à 11 tonnes de CO2 équivalent et on voudrait atteindre les 2 tonnes en 2050. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qui compte vraiment. Pour un Français moyen, le simple fait, simple, vous m'entendez, d'arrêter de manger de la viande, ça entraîne une baisse de 10% de son empreinte carbone. C'est énorme.
Mais il y a d'autres actions aussi à très fort potentiel, peut-être pas autant, mais on peut penser par exemple à privilégier le vélo sur les trajets courts, développer le covoiturage, opter pour un mode de consommation sobre et local, bref, il y a d'autres choses. Au total, en mettant en œuvre toutes les actions considérées par le cabinet de conseil Carbone 4 dans son étude, attention, c'est pas une liste qui se prétend être exhaustive, puisqu'il manque des choses comme la sobriété dans sa consommation de biens, la sobriété dans son mode de transport, qui peuvent être assez importants selon comment vous consommez au quotidien. Bref, en prenant tout ça en compte, on peut atteindre en moyenne moins 25% sur l'empreinte carbone, ce qui est considérable. Et même jusqu'à moins 45% si l'on met en œuvre certaines actions qui, pour le coup, ont besoin d'un investissement financier, comme la rénovation de son logement ou encore l'achat d'un véhicule bas carbone. Ce que ce calcul montre, c'est que même avec toute la volonté du monde, c'est un peu illusoire de penser qu'on peut limiter le réchauffement climatique à seulement 2 degrés en se contentant d'actions individuelles. Les actions individuelles, elles sont indispensables, mais elles sont surtout insuffisantes pour atteindre la neutralité carbone en France d'ici 2050. Et ce constat, il est encore plus modeste quand on se rend compte que le citoyen à qui on attribue les moins 45%, qu'on appelle l'homo ethicus, c'est cet humain qui a pour objectif d'atteindre un optimum écologico-moral, il est très très loin de représenter la majorité de la population. Selon Stéphane Labranche, qui est un sociologue, cette partie de la population un petit peu moteur sur les questions écologiques, elle représenterait seulement 1/5 de la population, avec 3 autres cinquièmes qui auraient des comportements variables, et les 1/5 restants qui seraient même réfractaires à la question du climat. Du coup, l'impressionnant moins 45% à l'échelle individuelle, ce comportement un peu héroïque, il se transforme en moyenne sur la France à un moins 20%. Ce qui est d'un coup nettement moins cool. Dans tous les cas, le reste de l'effort pour parvenir au niveau de l'accord de Paris, que ce soit une baisse de moitié ou de 3/4 selon le niveau d'optimisme qu'on a, il ne pourra pas se faire sans le concours de l'État en tant que négociateur, que législateur, qu'investisseur. Bref, l'État a beaucoup de choses à faire. Et bien entendu, les entreprises ont aussi leur rôle à jouer en ce qui concerne la décarbonation de leurs activités, mais aussi la remise en question de leur système de fonctionnement. Et tout ça, ça ne peut pas se résumer à une simple politique de petits pas, parce que il faut que la question du climat entre à l'intérieur même des stratégies des entreprises. Mais alors pourquoi ? Je vais vous dire que les petits pas sont quand même très importants. Déjà, faire sa part, on l'a vu, c'est absolument indispensable. Que ce soit moins 20% ou moins 45%, ça reste énorme. C'est une condition non négociable de l'atteinte des objectifs climatiques et de la crédibilité d'un engagement plus large. Mais c'est juste qu'il faut savoir à quoi s'en tenir. Certains gestes, ils sont puissants en eux-mêmes, alors que d'autres, ils sont là un petit peu juste pour satisfaire notre ego et notre envie de dire « moi je fais un truc écolo ». En moyenne, l'action individuelle, elle n'est pas suffisante. Mais du coup, il ne faut pas se dire « oh c'est terrible, j'abandonne tout, etc. » Non, bien au contraire. C'est le moment de se dire qu'il faut peut-être associer cette idée des petites actions individuelles à une vision peut-être un peu plus politique, si je puis dire, de l'écologie, en tout cas plus collective. Il n'y a rien qui pourra être achevé en termes d'écologie dans notre société actuelle sans une transformation de toutes les structures fondamentales de notre société actuelle. Sans un changement sur notre manière de produire, sans un changement sur notre manière de consommer, sans un questionnement sur les inégalités, sur notre vision de la croissance, le processus il ne pourra pas être complet. En fait, c'est juste que pour passer au niveau supérieur d'action, c'est un combat qu'on doit mener tous ensemble, et pas chacun chez soi avec ses petites actions. Parce que tout ce système qu'il s'agit de changer, de modifier, le truc un peu lointain, un peu sombre, qu'on a l'impression qu'il est inatteignable, il n'est pas inatteignable. On a une emprise sur lui. Et c'est notre moment à nous de jouer avec cette emprise. Et ça implique un peu une redéfinition capitaliste de ce que nous sommes. Oui, on est des consommateurs, mais on est surtout des citoyens. Et des citoyens, c'est un panel très large d'actions. On peut voter ou ne pas voter, se présenter aux élections, boycotter, organiser, faire pression. Il y a énormément de choses qu'on est capable de faire. Et puis, au-delà de leur simple impact sur notre empreinte carbone personnelle, certaines actions, elles ont vraiment une vertu pédagogique aussi. Et puis, un petit côté qui nous fait plaisir. Évidemment que ça contribue au bonheur de faire des choses qui sont en accord avec nos idées. Et puis, c'est assez difficile d'envisager une transformation globale de la société sans se changer soi-même. C'est difficile de se préparer à la société qui arrive sans avoir commencé à s'y préparer à l'avance. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, parce que c'est très dur de le quantifier, mais qui pour moi est très important, voire peut-être la chose la plus importante avec les petites actions,
c'est l'influence que ça a sur le global, l'influence que ça a sur les gens, mais aussi sur l'État et sur les entreprises. Parce que c'est vrai que parfois on se dit que la montagne elle est trop haute, que nous en tant que simples personnes on peut pas faire grand chose, sauf qu'il y a un truc qui devrait nous permettre de garder espoir, c'est ce qu'on appelle le point de bascule écologique. En sociologie, un point de bascule ça se définit comme un point dans un système social quand un simple petit changement quantitatif peut déclencher des changements rapides et non linéaires. En fait, ici, ce qui nous intéresse, en tout cas ce dont je veux parler, c'est le point de bascule écologique politique. En gros, c'est-à-dire le moment où les politiques, dans leurs programmes électoraux ou dans leurs projets de loi, ils se diront « Bon bah là, je suis obligé de parler de ça parce que ça m'apportera plus de positif que de négatif. » Et la question importante, c'est quel pourcentage de la population faut-il pour arriver à ce point de bascule? Et là, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de point de bascule scientifiquement prouvé. Ça peut être 5, 10, 15, 20% selon l'endroit et puis selon le type d'action aussi. Parce que c'est clair qu'avoir 1% de la population qui plante sa tente devant l'Elysée et qui demande des lois, ça n'aura pas le même impact que 5% de la population qui râle derrière son ordinateur sur Facebook. On ne sait pas exactement le quantifier, mais on comprend très bien l'idée et le fait qu'une fois que ce changement il est lancé, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et puis, jusqu'ici, on parlait des actions individuelles un peu à la maison, si je puis dire, mais il existe d'autres actions individuelles qui ont un vrai impact sur l'État et sur les entreprises. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, que voter 2 ou 3 fois tous les 5 ans, c'est malheureusement pas ça qui va changer la donne pour l'environnement. En revanche, avec nos achats, notre mode de vie, notre mode de consommation, on a la possibilité de voter en quelque sorte chaque jour. Tout a un impact et tout peut avoir un impact sur les autres. Et c'est là qu'on peut parler du pouvoir du boycott. Le pouvoir du boycott, il n'est pas négligeable. Alors oui, si vous êtes la seule personne à arrêter d'acheter du Nutella pour la présence d'huile de palme, peut-être que ça ne changera pas. Mais si des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes arrêtent d'acheter le Nutella à cause de ça, ça va changer. Et c'est exactement ce qu'on voit avec les marques de fast fashion en ce moment qui développent leur ligne green. Alors oui, il y a beaucoup de greenwashing, mais il y a des points positifs. Déjà, c'est un début de changement qui n'aurait sans doute jamais eu lieu s'il n'y avait pas eu une prise de conscience de la part de certains consommateurs. Et ça marche pour tout. Les consommateurs, on a aussi un pouvoir sur les entreprises et sur l'État. C'est sûr que si on se dit juste « Oh, moi, si j'achète ma bouteille, ça change rien », et que tout le monde pense comme ça évoluera pas. Alors en conclusion, je pense que bien sûr que chacun, en tant qu'individu, a son rôle à jouer. Il peut voter avec son argent, il peut boycotter certaines entreprises, il peut faire des actions qu'on a citées avec l'étude de Carbone 4. Mais il faut quand même pas oublier que la responsabilité, elle est aussi en grande partie due aux entreprises et aux États. Tout le monde doit se remettre en question. Et puis, vu les baisses de CO2 équivalents qu'on doit atteindre d'ici 2050, alors déjà, il faut que tout le monde s'y mette, et puis surtout, le moindre pourcent qu'on peut choper, faut y aller là. 1%, c'est énormissime à l'échelle de l'humanité. Il n'y a pas de petit profit. Toute baisse d'émissions est bonne à prendre, vraiment. C'est pas parce que l'autre, là, ton voisin, il pollue plus que toi et que tu peux pas faire d'efforts. Si on attend que les Américains, ils se bougent les fesses pour atteindre les 2 tonnes CO2 équivalent, bah on n'a pas fini, hein. On n'est pas prêt d'y arriver. Il faut d'abord s'occuper de soi et motiver les autres à le faire. Aujourd'hui, on n'a pas seulement besoin des 5 ou 10% de la population qui veulent et peuvent mettre le temps et l'argent et l'investissement pour modifier leurs habitudes. On a besoin de tout le monde. C'est pour ça que c'est hyper important aussi de montrer l'exemple, de garder la tête haute, même si c'est dur, de se donner à fond, tout simplement pour influencer les gens autour de nous, pour les pousser à des comportements plus écologiques, pour finalement peut-être réussir à pousser les entreprises et l'État à en faire de même. Finalement, le peu qu'on puisse faire, même le très peu qu'on puisse faire, il faut le faire. Merci. À la semaine prochaine. Désolée pour le retard.